aujourd'hui, dont le débat sont à 17%. Alors, ce que les jeunes Congolais veulent, c'est vivre uniquement en paix. On n'est pas peut-être au niveau des criminalités zéro, par exemple. Quand j'entends ça, je me dis, le gouvernement n'est même pas capable d'accepter qu'il y a des problèmes. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Wendy Bachi, vous regardez 77% Street Debate. Nous nous trouvons ici, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela va faire plus de 20 ans que cette partie du pays est confrontée à un fort taux d'insécurité. Qu'est-ce que cela représente d'être né et d'avoir grandi dans un tel contexte? Pour en parler, nous avons réuni un panel de jeunes. Je vais commencer avec vous, Stewart Mouindo. Vous êtes activiste, vous vivez ici à Goma. À quel âge est-ce que vous avez dû fuir votre maison pour la première fois? Alors déjà, c'est en 2008 que j'ai dû fuir pour la première fois avec toute ma famille, que je vivais à Kiwanja, à territoire de Rutshuru à l'époque. Et j'ai dû fuir avec ma famille à Butembo d'abord, puis à Beni, parce qu'il y avait la rébellion du CNDP de Laurent Kunda. Après ça, je reviens peut-être sur ça parce que c'est le déplacement le plus long, le plus général de la famille. Mais il y a toujours eu des intermittences pendant lesquelles on a été obligé de fuir. Merci beaucoup, Stewart. Je me tourne vers vous, Ben Kamuntu. Vous êtes artiste, slammer. Vous avez grandi dans le même contexte que Stewart. À quel moment est-ce que vous avez réalisé que vous vivez dans une zone de conflit? Moi, j'ai réalisé que je vivais dans une zone de conflit quand j'avais le même âge que Stewart. En 1998, quand nous avons fui la guerre de l'Afdel, l'entrée d'Afdel, et je me rappelle que nous avons fait plus de 60 km à pied pour quitter Bukavu et fuir dans notre village d'origine. Et je me rappelle des images de mes frères, de mes oncles qui me portaient sur le dos. Et j'ai vraiment des images des cadavres qui étaient sur la route. Et j'étais vraiment trop petit. Et cette image-là est restée comme une photo dans ma mémoire, quoi. Et ça reste, quoi. Quand on est un enfant et qu'on voit des cadavres pour la première fois, qu'est-ce qu'on se dit? En fait, moi j'ai l'impression que c'est comme si on était dans un film, et c'est comme si on était dans l'irréel, quoi. Et c'était ça, de la fiction. Moi j'étais tout petit, je voyais des choses, j'étais vraiment innocent. Mais pendant cette période-là, je n'arrivais pas à mettre ensemble les puzzles. Je n'arrivais pas à mettre ensemble les différents contextes pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et moi, je voyais juste les cadavres. Je voyais ma mère qui portait les lourds fardeaux sur le dos. Et moi, le petit garçon qui était là. Les gens qui nous disaient, écoutez, il ne faut pas prendre cette route. Il y a les soldats qui sont là. Il y a les soldats qui sont en train de tuer tous les hommes qui ont surtout aîné, plus avec tout ce que nous connaissons, les guerres liées à la morphologie, mais aussi aux distinctions physiques et tout. En tout cas, c'est l'image que je garde. Eli Pacifique, je vais rebondir sur ce que Ben a dit tout à l'heure. Il a parlé de militaires, il a parlé de groupes armés, il a parlé de militaires qui semaient la peur et la terreur et qui enlevaient les petits garçons ou les jeunes garçons. Vous avez été emmenés de force par des groupes armés. Il y a à peine 2 ans, vous avez dû porter pendant 2 mois 50 kilos sur votre dos sans être payé un seul franc congolais. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous avez expérimenté? Cela me revient si vite quand vous dites que c'est 2 ans. Moi, je vois comme si c'était hier. 2 voyages que j'ai pu effectuer un peu dans la région, dans notre province. Le premier vers le territoire de Massissi, ou l'autre vers entre le territoire de Lubero et Walikale. Dans ces 2 milieux, nous avons eu à croiser des factions Maï-Maï. Il y en a plusieurs dans la région. Et ce sont eux qui soumettent des gens à des pareilles pratiques. Ils prennent des gens de force et le rendent en porteurs de leur butin. Peut-être ils viennent de piller, ils viennent d'acheter. Et vous en avez fait partie de ces porteurs? Oui. Nous qui étions voyageurs, peut-être visiteurs dans le coin, et nous ont soumis à cela.
à part d'être porteur, il y a bien d'autres situations horribles, je dirais, que nous avons eu à vivre. Ce n'est pas que nous-mêmes avons été victimes, mais il y a eu bien d'autres des victimes que nous avons vues. Monsieur Farini, vous êtes responsable au sein de la cellule communication du gouvernement militaire ici à Goma. Pourquoi est-ce que la situation ne change pas? C'est des souvenirs que tous nous avons vécus étant de la région. Pourquoi est-ce que la situation ne change pas? Je pense que la situation s'améliore nettement. On n'est pas peut-être au niveau des criminalités zéro, par exemple, en ville de Goma. On n'y arrivera même jamais, même parce qu'à New York, vous ne trouverez jamais, même aux États-Unis, partout, la criminalité zéro. Mais il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits pour inverser la tendance. Alors concrètement, quels sont ces efforts? En quoi consistent-ils? Concrètement, quels sont ces efforts? D'abord, il y a un dispositif qui a été, une situation exceptionnelle qui a été instaurée en province du Nord Kivu, c'est l'état des sièges. L'objectif est toujours de faire en sorte qu'on puisse rétablir la quiétude dans cette partie de la République démocratique du Congo, non sans bavure, mais la présence de l'état des sièges a été saluée par la population de la province du Nord Kivu, et petit à petit, les degrés de criminalité, les groupes armés dans certains coins de la province sont en train d'être anéantis. Il y en a qui se rendent et les processus continuent. Madame Acha, vous êtes agripreneur et vous êtes emmenée à quitter la ville pour aller vous réapprovisionner, pour visiter vos champs. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire, Monsieur Farini? Bon, je ne suis pas d'accord à 100%, mais comme il vient de le dire, ils sont en train de travailler pour améliorer la situation, mais nous ne savons pas si nous allons arriver à cette quiétude jusqu'à quand. Ça va prendre combien de temps pour arriver à cette quiétude? Parce que jusque-là, on ne sait pas accéder à nos champs, on ne sait pas accéder à l'extérieur vu les taux de criminalité qu'il y a, les kidnappings et autres, cette insécurité qui règne qui ne nous permet pas de travailler correctement. Alors, Monsieur Farini, vous avez entendu ce que Madame Acha a dit tout à l'heure par rapport au contexte sécuritaire qui lui empêche de rejoindre ses champs pour pouvoir travailler en toute liberté. Est-ce que vous souhaitez réagir à ça? J'aurais voulu qu'elle vous dise là où se trouvent ces champs. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, mieux qu'hier, je peux quitter Goma jusqu'à Massissi sans problème. Je peux faire le Rutshuru. C'est vrai qu'il y a des poches qui sont encore en proie à l'insécurité. Et l'autorité militaire se met à pied d'œuvre afin de pacifier toutes ces poches résiduelles. Et pour ce faire, d'ailleurs, il a été institué, parce que c'est là le problème. Les groupes armés, vous les traquez, ils se rendent, mais il faut par la suite les encadrer. On vient de parler maintenant, à l'instant. Le porte-parole, donc le responsable de la cellule de communication du gouvernorat dit qu'on est en train de changer le narratif. Ils veulent faire de la province du Nord Kivu une des régions pilotes en matière de retour de la paix. Vous y croyez, vous? Alors, je crois que le préalable pour trouver solution à un problème, c'est d'accepter d'abord que le problème existe. Le représentant du gouverneur devrait savoir, par exemple, que depuis 6 mois, depuis que l'état de siège a été décrété, il y a plus de 1500 morts dans cette province. Et que c'est plus que les 6 mois d'avant état de siège. Et dire que la situation est en train de s'améliorer, je crois que c'est une négation qui ne permet pas d'avancer. C'est bien de dire que la situation s'améliore. C'est bien de dire qu'on peut quitter Goma jusqu'à Massissi si on est sur ce toit d'une maison de Goma. Est-ce qu'on est à mesure de le dire à une maman de Kisunga dont la maison a été brûlée et dont le fils est mort? Et je viens vers vous, Passy Moubalama. Vous êtes activiste, vous militez pour les droits des femmes depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aujourd'hui quand le chargé de communication de la cellule du gouvernement militaire ici à Goma dit que la situation est en train d'être rétablie? Est-ce que vous épousez ces idées? Quand M. Serge parle du retour de la paix dans la région,
nous qui travaillons sur les questions de promotion de droits humains, de façon générale, et de droits des femmes, j'ai juste envie de pleurer en fait. Parce que dans le territoire de Massissi, où moi je travaille, malheureusement, chaque jour, il y a toujours des cas de femmes qui sont violées et que nous accompagnons. Ces personnes sont violées parfois par certains des groupes armés. Mais je me dis, c'est vrai qu'il y a l'état des sièges en fait. Le gouvernement est en train de montrer comme si la situation s'améliore, la situation va de mieux en mieux. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que tous ces cas en fait de viol qu'on continue à enregistrer, c'est inacceptable. Linda Light, vous êtes une artiste slameuse. Quand on est né et qu'on a grandi dans un contexte comme celui du Nord Kivu, est-ce qu'on se projette dans le futur? Bizarrement, oui. Ouais, on se projette dans le futur. À Goma, à chaque fois, il y a des histoires qui naissent, genre état de siège. Comme l'a dit Passy, quand on a entendu parler de l'état de siège, on s'est dit ouf, enfin, on va un peu vivre dans la liberté. Quand je parle de la liberté, je sous-entends la paix. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a la paix au moment où on ne peut même pas circuler à 19h avec des motos. Alors, quand j'entends mon confrère Serge dire que depuis l'état de siège, il y a eu des changements, moi, je suis déçue. En fait, il n'y a plus cet espoir. Je suis jeune leader, je suis censée influencer, parler aux autres, leur montrer que ça va aller, faire confiance au gouvernement, mais quand j'entends ça, je me dis, le gouvernement n'est même pas capable d'accepter qu'il y a des problèmes. Comment est-ce qu'ils vont résoudre un problème qu'ils ne sont même pas capables de voir si ça existe? Il n'y a eu aucun changement. Pour moi, permettez, l'état de siège, c'est une mise en scène, quoi. C'est du théâtre, parce qu'on ne voit pas les résultats. On a aussi l'une des plus grandes et des plus coûteuses missions des Nations Unies dans le monde, la MONUSCO. J'allais dire la MONUC, c'est son ancêtre. Alors, monsieur Mathieu Ndongo, vous travaillez dans la protection des enfants au sein des Nations Unies. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit, mais il y a par exemple un cas concret, celui de Eli Pacifique, qui a été enlevé quand il était beaucoup plus jeune. Il y a plusieurs personnes qui ont le même profil et qui sont affectées par ces conflits. Je sais qu'au sein de votre mandat, il y a la protection. Alors, j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous faites concrètement pour un enfant comme Eli Pacifique, pour quelqu'un qui a son profil? Nous avons un mandat à double casquette. Déjà, un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous demande de surveiller et de documenter les violations graves qui sont commises contre les enfants par les forces de sécurité et par les groupes armés. Son histoire date de 2018. C'est il y a à peine 3 ans. Oui. En matière de protection, le gouvernement de la RDC est le premier responsable. Mais pour un jeune comme Eli Pacifique, qui a le profil qu'il a, qu'est-ce que vous proposez? À part documenter, à part le fait que c'est un ancien enfant soldat, parce que je suppose qu'il n'a plus 18 ans. Le mandat de la section protection de l'enfant, c'est pour toutes les personnes, filles et garçons, qui n'ont pas atteint les 18 ans. Donc, il sort un peu de notre mandat. Mais pour les enfants soldats en général, la section avec UNICEF, avec les partenaires de ZNG, nous travaillons d'abord dans la prévention du recrutement. C'est-à-dire qu'avec le gouvernement, la MONUSCO, l'ONU, a signé un plan d'action qui vise à éliminer le phénomène de recrutement des enfants soldats dans les FARDC et dans les groupes armés. Alors, Eli Pacifique, vous venez d'entendre ce qui a été dit tout à l'heure par le responsable de la section jeunesse aux Nations Unies et j'ai vu que vous souhaitiez réagir. Oui, d'abord corriger que Eli Pacifique n'a jamais été soldat ni enfant soldat. Et par la suite, peut-être corriger et leur demander de changer leur casquette. Documenter, je ne sais pas moi quoi. Observer et documenter ne sont pas des verbes d'action. Parce qu'on va continuer à recruter, vous continuerez à observer et à documenter. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir directement? Concrètement, il y a au niveau de la MONUSCO
une section qui s'occupe du désarmement, de démobilisation et de la réinsertion. Mais aussi, il faut bien comprendre que cette section, qui est une section technique des Nations Unies, vient en appui du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Stewart, j'ai vu tout à l'heure que vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit. Alors, je pense que la MONUSCO devrait prendre conscience du fait qu'elle est là depuis assez longtemps, qu'elle a un budget assez conséquent et qu'elle a un mandat de protection civile et de neutralisation de groupes armés. Et que jusqu'à présent, ce mandat n'est pas réalisé avec effectivité. Si les représentants de la MONUSCO ici, ils insistent sur les aspects liés à la documentation, à la surveillance, c'est des aspects qui auraient dû être résolus si déjà le travail de protection civile et de neutralisation de groupes armés était réalisé avec assez d'efficacité. Donc je pense qu'il y a un besoin pour la MONUSCO de s'adapter au contexte actuel. Je suis une des personnes qui sont à vie, peut-être parce que la MONUC a existé à l'époque. En 2008, je me suis déplacé, j'ai en tout cas été protégé parce que je vivais à côté des camps de la MONUC quand les gens de mon âge se faisaient tuer dans la cité de Kiwanja. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où vous ne pouvez plus garder une base et espérer que les gens vont venir dormir là. Il faut aller combattre les groupes armés, aller vers eux. Donc l'observation, on n'en a plus besoin, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez? Merci Stewart. Je reviens vers vous. Je vois que Passy, vous avez levé la main. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce que dit votre voisin? Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à ce que Stewart dit, par rapport à ce que fait la MONUSCO. Personnellement, je pense que la MONUSCO vient en appui au gouvernement et que le gouvernement a cette responsabilité de sécuriser sa population. Parce que nous, en tant que population, on ne sait pas toutes ces choses techniques et tout. On veut vivre en paix. Ben, est-ce qu'on rêve quand on est jeune à Béni, quand on est un artiste? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous ravir. C'est notre capacité de rêver. J'ai paraphrase Youssoufa qui dit « Aux gens qui nous empêcheront de rêver, nous leur empêcherons de dormir ». Donc ça signifie que nous croyons en notre rêve, nous croyons à un avenir meilleur, mais aussi une autre chose, c'est que nos rêves ou bien notre capacité de rebondir ne devrait pas être manipulée. Parce qu'à chaque fois, les ONG qui vendent la misère, la pauvreté des Congolais, la MONUSCO qui avance des chiffres faramineux, ils parlent toujours « Ouais, Goma, les gens sont résilients, ils se réveillent malgré les difficultés, malgré les problèmes. » Et les choses ne changent pas. Donc à un certain moment, les gens nous déploient tout, ils veulent même prendre aussi notre espoir et les manipuler. Et ça, nous n'accepterons pas. Alors, nous, ce que les jeunes Congolais veulent, c'est vivre uniquement en paix. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas même l'image de qu'est-ce que peut ressembler une ville où on ne pense pas qu'il peut y avoir des coups de balle, qu'on peut être tiré dessus le matin, où on peut aller dans son village, on peut faire un jogging, on peut aller se promener juste dans ou avoir la capacité de sortir avec sa copine le soir dans une boîte de nuit sans pour autant avoir un taxi pour rentrer à la maison, avoir de l'eau pour se laver, pour sortir, avoir de l'électricité. C'est ça, c'est ce que les jeunes Congolais veulent. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là. Et nous, le jeune Congolais, moi particulièrement qui vis ici, un jeune qui n'a jamais connu la paix, je pense qu'à un certain moment, quand il y a des méthodes qui ne marchent pas, il faut les changer. Je pense que la base pour une paix durable dans un pays, c'est d'abord la justice. Et maintenant, nous voyons dans les groupes, dans l'armée congolaise, les généraux qui sont engagés sur le front, les colonels, ce sont des personnes qui ont fait partie des groupes armés, qui ont entretenu des tueries, qui ont violé, qui ont brûlé les villages. Permettez-moi de vous interrompre. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont nous ramener la paix. Permettez-moi de vous interrompre. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a la réponse à cette question. Si vous me permettez, Ok, ça va. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ce jeune Congolais qui demande la paix? Bon, il a le droit, la liberté d'expression, d'affirmer tout ce qu'il veut.
C'est son droit le plus légitime et absolu. Je ne peux pas le lui refuser. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous voir dans la même direction. Autorités militaires, population, et cette même direction, c'est-à-dire trouver des moyens en vue de vivre dans une quiétude dans cette partie de la province. Et cela est possible. Et cela est possible et ça passe par une collaboration, j'insiste trop sur ça. Politico-civil, vous l'avez dit tout à l'heure. On arrive tout doucement vers la fin de notre débat. Linda Light, vous avez entendu ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, cette collaboration politico-civile pourra aboutir à quelque chose et qu'un jour vous puissiez vivre dans cette ville en toute quiétude? Avec tout ce qui se passe, je dirais non. Bon, j'ai perdu l'espoir parce qu'on a toujours dit que Goma c'était une ville résiliente et désormais on vit avec. C'est comme le stress, on apprend à vivre avec le temps. Donc moi là j'ai perdu espoir mais je continue à me réveiller chaque matin en espérant, un petit espoir, en espérant qu'un jour il y aura une vraie collaboration entre la société politico-civile. Politico-civile, ouais. Merci. Acha, je vois que vous avez levé votre main tout à l'heure. Oui. Avec tout ce qui a été dit, est-ce que vous pensez pouvoir reprendre vos activités très prochainement? On va faire vite parce que le temps n'est pas de notre côté. Je garde espoir, comme on venait de dire, parce que cette situation sur laquelle nous vivons nous a permis de développer une force mentale qui nous permet de rêver encore, qui nous permet d'espérer qu'il y aura un changement. Mais surtout, c'est une grande force que nous avons développée et nous nous disons que nous allons réaliser nos rêves parce qu'on va continuer à se battre et à travailler surtout. Merci à tous les participants et merci à vous qui nous avez suivis. Nous arrivons à la fin de notre débat. Nous vous donnons rendez-vous sur toutes nos différentes plateformes et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à participer à la discussion.